Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté du boulevard Saint-Michel, un quartier de Paris très fréquenté, très animé de jour comme de nuit. On y croise en premier des milliers de touristes qui se donnent souvent rendez-vous sur cette place devant la fontaine Saint-Michel. Des touristes venus prendre le pouls de ce centre historique qui bat depuis plus de 2000 ans. On y croise aussi des étudiants, bien évidemment, avec la présence de la Sorbonne, mais aussi des artistes, des jazzmen venus s'encanailler dans les sous-sols de ce Paris très animé, très coloré, très joyeux et plein de vie. Allez, on est parti en selle pour un nouveau numéro de Paname. Bonjour Bertrand. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci vous. Merci de me recevoir. C'est donc ici que tout a commencé. Alors pas tout à fait. Ici c'est la première librairie, effectivement, mais ça a commencé de l'autre côté de la rue, sur le quai, dans des boîtes de bouquinistes, en 1886. C'est là que M. Gibert a ouvert la première librairie. Voilà, tout à fait. Donc M. Gibert venait d'Auvergne, il était professeur et il est donc arrivé en 1886 avec l'intuition, c'était au moment de l'école obligatoire, et donc il a eu l'intuition du marché du livre scolaire d'occasion. Et donc il a commencé en ayant donc des boîtes de bouquinistes juste en face, et puis 2 ans après, en 1888, il a ouvert ce magasin qui ressemble encore beaucoup, sans doute, à ce qu'il devait être à l'époque. Et après, alors l'Empire, il s'est construit comment? Alors après, ça s'est beaucoup agrandi, puisque maintenant il y a 8 magasins autour de la place Saint-Michel. Et donc il y a eu d'abord un premier magasin juste à côté, et puis ensuite un autre qui est le plus grand magasin sur lequel il y a 7 étages aux 5 places Saint-Michel. Et puis dans les années 1990, on a ouvert 3 magasins de l'autre côté de la place. Toujours la même démarche, le même esprit, livre d'occasion, livre neuf. Tout à fait, avec le mélange des deux. Et donc on a sur la place à peu près plus de 200 000 références entre le neuf et l'occasion, avec des livres épuisés, des livres disponibles, dans tous les genres. L'entreprise a commencé autour du scolaire, mais on a toute la librairie aujourd'hui, y compris la librairie générale. C'est quand même pas un hasard si ça a ouvert ici. Il y a aussi le quartier latin, il y a aussi le quartier Bien sûr, étudiant. Bien sûr, tout à fait. Il a choisi son bon quai, M. Gibert. Tout à fait. Évidemment, c'est un quartier historique, un quartier, on a la Sorbonne qui n'est pas très loin, le quartier latin, effectivement, qui est le quartier des étudiants par définition. Et donc, le développement de l'entreprise sur le scolaire et sur l'universitaire, bien évidemment, n'est pas dû au hasard. Et puis ensuite, cette particularité d'avoir à la fois le neuf et l'occasion, que j'avais peu pratiqué jusque-là, est quelque chose de très très intéressant. Et donc, c'est une enseigne mythique. Pourquoi vous dites que c'est mythique ici? C'est mythique parce que je pense que tous les élèves de l'Île-de-France, à un moment ou à un autre, sont passés dans notre magasin pour acheter un livre scolaire ou un livre universitaire. Donc c'est une enseigne qui est très connue. En plus, elle est vraiment au centre de Paris. Donc c'est pour ça que c'est pratiquement un mythe. Every picture tells a story, so they say. And long before we met, my heart was painting you. Bonjour David. Bonjour. C'est rare chez vous quand même. Il n'y en a plus beaucoup des boutiques comme ça. Il n'y en a plus beaucoup, oui, c'est vrai. Mais c'est pas évident à faire tourner aussi. Faut trouver le matériel, faut le savoir le réparer. Et là justement, vous réparez quoi? Un poste à lampe Sonora type F de 1933. C'est ce que vous réparez en premier, ce genre de poste de radio? C'est très aléatoire. Un jour, on m'apporte un poste à lampe, un autre jour, un électrophone ou une platine vinyle. Des platines vinyles, j'en ai là, des très belles qui sont arrivées récemment à refaire. Ça peut être des amplis aussi. On m'a apporté des vieux Marantz des années 70, par exemple. Ça peut être plein de choses. Du moment que moi, je peux mettre les mains dedans, que je peux trouver les pièces et les remettre en état, peu importe ce que c'est après, quoi. Vous pouvez tout réparer? Du moment qu'il y a les pièces, oui, bien sûr. Et vous, David, vous avez appris le métier comment? Sur le tas. Quand j'avais 8 ans, j'allais squatter les réparateurs de télé, de radio, après l'école, pendant les vacances aussi. Comment tombé. Ça, vous alliez chez les... C'est vrai? Absolument. C'était une passion déjà? Oui, j'adorais ça. Qu'est-ce qui vous plaisait? Je sais pas, c'était comme ça, j'adorais regarder comment ça fonctionnait, comment c'était fabriqué, quand ça tombait en panne, comment on faisait pour chercher la panne, la trouver. C'est surtout les dépanneurs à l'époque avaient de la patience. Parce que moi j'étais là tout regarder, à faire le tour du poste, ils étaient avec leur oscilloscope ou leur testeur à essayer de prendre des mesures. Moi j'étais derrière, ils se disaient bon il y a un gamin là qui est en train de regarder, faut pas qu'il touche, faut pas qu'il essaye de crocuter,
Puis après, j'ai acheté, je sais plus, quand j'avais 10 ans, j'ai acheté un premier poste à lampe. Et vous l'avez démonté. Non, je m'en suis servi, je l'ai beaucoup écouté, puis après un jour je l'ai démonté. Et après, vous avez fait des études spécifiques pour ça? J'ai fait un Master of Science, presque un diplôme d'ingénieur en électronique et informatique. Mais ça, c'est sur le tas qu'on apprend, hein, c'est pas... Ah, ça s'apprend pas, il n'y a pas de cours pour ça? On n'a pas appris la technologie des lampes en cours supérieur. Hein. Il y a une période qui vous plaît plus qu'une autre? Non, du moment que c'est beau, que ça plaît. Il y a plein de gens qui m'apportent des postes, mais même parfois dans des états mais lamentables. Moi, je les mettrais dehors, hein, parce que je ne pourrais pas les exposer ici. Ah oui, non, c'est le poste de grand-mère, on écoutait je sais pas quoi dessus, il faut absolument que ça marche, c'est familial, on y tient. Et ils payent une réparation qui coûte très cher, alors que le poste lui-même dans l'état, il vaut rien. La plupart des gens qui m'apportent des choses à réparer, c'est pour des raisons purement sentimentales. Hein. Justement, David, on peut écouter un morceau de musique sur une platine vintage? Ah, pourquoi pas, mais alors là, il faut que je vous remette en service. Oui, j'ai un ampli qui est là. Et hop, me voilà sur le bateau, avec mon beau Mike, rien que pour moi toute seule, en route pour la conquête de l'Amérique. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. J'ai toujours rêvé de faire ça. Oh c'est un grand moment. Frapper les 3 coups. Qui le fait ici au théâtre? Ici, c'est le pompier de la cantatrice chauve qui vient, parce que c'est un des comédiens qui ouvre le spectacle et qui n'est pas en scène dès le début, donc c'est lui qui vient frapper les 3 coups, mais derrière le rideau. Tout le monde fait tout ici? Tout le monde fait tout, par la force des choses, c'est un petit théâtre. Hein. Théâtre de combien de places? 90 places. Et qui existe depuis combien d'années maintenant? 1948, il a été créé en 1948. Jean-Noël, il est disposé comment ce théâtre? Parce qu'on a la salle qui est sur la rue, les loges sont ailleurs, c'est coupé par le couloir. Enfin, expliquez-moi, comment c'est organisé tout ça? Le théâtre, il ouvre directement sur la rue, ce qui est très pratique pour, en cas de secours, tout le monde peut sortir très rapidement. Il y a donc la scène, il y a la régie, et puis les loges sont de l'autre côté du couloir de l'immeuble, puisque c'est un immeuble, il y a 4 étages au-dessus du théâtre. Donc quand il y a une représentation, les habitants sont invités à ne pas faire de bruit? Oui, c'est-à-dire qu'on a une petite lumière rouge avec marqué silence, et quand les habitants de l'immeuble arrivent et voient cette petite lumière rouge, d'un seul coup, ils sont beaucoup plus respectueux, ils font beaucoup moins de bruit, ils rentrent sans faire de bruit, parce qu'ils sont très contents d'avoir un théâtre en bas de chez eux. Donc, et puis on les invite pour voir les spectacles, donc tout se passe bien en parfaite harmonie. Tout le monde joue le jeu? Tout le monde joue le jeu. Pourquoi êtes-vous en retard? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure. Compris? Asseyez-vous quand même. Là. Alors qui a eu l'idée de mettre en scène ici la cantatrice chauve? Au départ, la cantatrice chauve a débuté au Théâtre des Noctambules, qui n'était pas très loin d'ici, mais c'était en 1950. C'est un spectacle qui n'a pas du tout marché, la cantatrice chauve. Les gens n'ont pas du tout adhéré. C'était tellement novateur, tellement qu'ils ont fait quelques représentations, puis ça s'est arrêté là, faute de spectateurs. Même à l'époque, les critiques disaient que ça ne marcherait jamais. Voilà, c'est ça, les critiques ont dit qui est ce monsieur Ionesco. Heureusement, on n'entendra plus parler de lui dans quelques jours. Et puis en 1957, Jacqueline Staupe, une des comédiennes de la troupe, qui jouait la bonne, avait un ami, Louis Malle, qui leur a prêté 100 000 francs à l'époque pour faire de la publicité, pour louer le théâtre, pour que ça puisse exister un peu de façon professionnelle. Et puis là, d'un seul coup, ça a été l'embrasement. Il y a des critiques qui sont venues en disant « mais c'est fantastique ». Et puis dans Paris, ça bruissait. Comment, vous n'avez pas vu la cantatrice chauve? Mais enfin, écoutez, c'est quand même incroyable, c'est vraiment le spectacle à voir. Voilà. Et donc, c'est devenu... Donc, ils ont continué, puisqu'ils avaient de l'argent pour 1 mois, ils ont fait 1 mois. Puis ça fonctionnait, donc ils ont dit on va essayer 2 mois. Au bout de 2 mois, ils ont remboursé Louis Malle, ils ont dit bon, on va continuer. Comme ça avait commencé au mois de février, ils ont dit ce serait bien qu'on essaye d'aller jusqu'aux vacances. Et puis voilà, on en est à la 58e année et on fête bientôt la 18 200e. 18 200. 18 200. Pas toujours avec les mêmes acteurs, comédiens. Non. Ben, ils sont 5 par rôle, ils jouent par quinzaine en alternance, et ce qui fait que le spectacle garde cette certaine fraîcheur, parce qu'il n'y a pas la lassitude de dire on vient pour la 18 000e fois. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi
pourquoi, à la rubrique de l'état civil dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des personnes décédées et jamais celui des nouveau-nés? C'est un non-sens. Et vous faites plaisir comment? Avec la troisième partie de soirée, avec un Alors, autre spectacle différent? Alors Là, évidemment, c'est autre chose, la là. cantatrice chauve et la leçon, 19h, 20h, il Ouais. nous reste l'horaire de 21h. Donc à 21h, on a ce qu'on appelle notre troisième spectacle, qui est un spectacle de création d'un auteur contemporain. Et puis on a aussi des spectacles musicaux, comme en ce moment, Kiki de Montparnasse, qui est un spectacle sur les années 20, les années folles de Montparnasse, qui continue vaillamment son chemin. Et en plus, moi j'avais un petit truc. Moi, Kiki de Montparnasse, j'avais un petit truc en plus, c'est que je les inspirais, les artistes. Oui voilà, mais c'était qui? C'était Bibi, c'était Kiki qui a inspiré face à face tous les pinceaux de Montparnasse. Oui voilà, mais c'était qui? C'était Bibi, c'était Kiki, l'égérie de l'école de Paris. En fait, on a oublié ça. Ah oui, mais ça, oui, j'ai oublié ah, l'histoire ça du c'est une brigadier. très belle histoire, ça. Cette tête de brigadier, c'est Georges Vitali à voir arriver un comédien pendant les premières répétitions du premier spectacle en disant « Oh, les toilettes sont encore bouchées, c'est pas possible. » Ah, et Georges Vitali dit « Mais attendez, c'est pas compliqué. » Donc il va dans les toilettes, qui étaient des WC à la turque à l'époque, plonge la main dans l'eau douteuse et sort un espèce de Ça, c'était dans les chiottes? cette tête, voilà, c'était Ah, comme d'accord, ça. je vous la laisse. C'était, mais elle était nettoyée depuis. D'accord. Et donc, il la voit, il dit, ben voilà, c'est ça qui bouchait. Et puis, il la nettoie et on remarque donc dessus, il y a une espèce de bec avec bec des et des yeux. yeux. Là, Il y a une tête. dessus, il y a une tête avec comme un soleil très surprenant, avec un gnome un peu joufflu qui sourit. On dirait un objet vaudou. Là, ici, il y a une tête un peu plus affreuse et un peu plus étonnante. Ici, il y a une bouche avec une langue qui pend. Et donc, il a dit, puisque c'est comme ça, on va le conserver et ça servira à faire le brigadier pour frapper les trois coups, comme vous l'avez si brillamment fait précédemment. Merci. Et donc voilà, et c'est devenu un peu le porte-bonheur du théâtre de la Huchette, sorti des toilettes, pour rester poli. On va laisser la place à Kiki de Montparnasse, une On leur laisse la répétition. place, bien sûr. Merci Jean-Noël. À bientôt. Non, jamais de bouteille entière. Tu paies ta tournée, il faut pas déconner. Un petit dernier et je vais y aller. Sur le chemin du musée de Cluny, je fais un petit détour vers une adresse bien connue du quartier latin. La pâtisserie viennoise de la rue de l'École de médecine. Une institution ouverte en 1928 à la gloire des gourmandises de l'Empire austro-hongrois. Je vous assure que les tartes et gâteaux exposés en vitrine font saliver. Sur place. Je craque pour un strudel aux pommes accompagné d'un chocolat chaud bien crémeux. Merci Isabelle. Une pure merveille. Requinqué, je m'arrête un instant chez Hassan. Cet Égyptien tient un étonnant kiosque sur le boulevard Saint-Michel. Il y vend des photos souvenirs, des affiches de cinéma et des appareils photos de collection. N'hésitez pas à vous y arrêter, Hassan adore bavarder. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Bien. Vous m'avez donné rendez-vous dans un frigidarium, il fait pas froid du tout, je suis Oui, surpris. vous découvrez l'une des caractéristiques de ces constructions romaines, l'inertie thermique. Les murs épais, le type de construction conserve la température longtemps et donc la douceur accumulée au cours de l'automne est encore conservée dans cet espace. Alors expliquez-moi là, parce que normalement je suis censé être au musée du Moyen-Âge et là je suis chez les Romains. Oui, absolument, parce que le musée du Moyen-Âge, comme vous dites, réunit plusieurs bâtiments.
une construction tout à fait emblématique de la civilisation gallo-romaine, que sont les thermes, une construction tout à fait significative du Moyen-Âge et de la vie de Paris au Moyen-Âge, qui est l'hôtel des abbés de Cluny, qui avaient construit leur résidence à proximité de leur collège, dans ce quartier des écoles, le quartier latin. Ça veut dire qu'à quelques mètres du boulevard Saint-Michel, là, on a un cours d'histoire en accéléré. Si vous le souhaitez, si vous avez la patience de m'écouter. J'ai la patience. Qu'est-ce que ça raconte précisément, ce musée ? Ça raconte Paris, ça raconte notre histoire, ça raconte l'histoire européenne, ça raconte la vie des hommes et des femmes tout au long de ces siècles, ça raconte la continuité entre l'Antiquité, le Moyen-Âge et nos jours. Et ça peut combattre l'idée selon laquelle le Moyen-Âge était une période d'obscurantisme, voire de violence ou d'absence de sentiments humains. Alors que c'est tout le contraire ? C'est tout le contraire. C'est ce qu'on montre ici. C'est bien le contraire. Et on peut le comprendre ici. En tout cas, nous souhaitons qu'on puisse le comprendre ici. Alors il y a une pièce maîtresse ici, c'est la Dame à la licorne. Bien sûr. On vient d'abord pour ça. La Dame à la licorne, on vient d'abord pour ça. Nos amis étrangers disent souvent que c'est notre Joconde. Nous acceptons, bien qu'il y a une Joconde, nous avons 6 dames à la licorne. Oui, c'est vrai. Alors il y a des œuvres mystérieuses. Moi j'ai un coup de cœur, c'est la salle des trésors. Ce que vous appelez la salle des trésors ? Nous l'appelons la salle d'orfèvrerie parce que nous n'avons que des trésors. Mais nous avons notamment des trésors d'orfèvrerie. L'idée qui avait présidé à son installation, c'était justement de faire comprendre ce qu'était un trésor au Moyen-Âge, et d'ailleurs dans les siècles qui ont suivi aussi. C'est-à-dire un lieu où l'on réunissait des œuvres particulièrement prestigieuses à la fois par leurs matériaux, par leur fabrication, les techniques mises en œuvre et par ce qu'elles racontaient, parce que ce sont aussi des œuvres qui racontent des histoires. Alors justement, moi il y en a une qui m'impressionne beaucoup, c'est la rose. Oui, vous la rose d'or. Oui, on y va. Je suis. Très bien. Il n'y a que des trésors. Alors, quel est votre préféré ? C'est celle-ci. Vous préférez la rose aux couronnes ? Oui, vous êtes un vrai démocrate. C'est parce que vous connaissez leur symbolisme ? Un petit peu, oui. Oui, c'est le symbole de l'amour, de l'amour courtois au Moyen-Âge, mais aussi de l'amour spirituel. Et c'est sûrement pour cette raison que le pape a choisi d'offrir une fois par an à un personnage qu'il voulait tout particulièrement distinguer une rose, quelques semaines avant Pâques, le jour où l'on chantait l'Étaré Jérusalem, c'est-à-dire Réjouis-toi Jérusalem. Ces roses, elles étaient relativement sobres dans leur conception, mais très virtuoses dans leur fabrication. Si vous regardez de près, ce sont de minces feuilles d'or qui sont découpées, qui sont parfois enjolivées de petits détails, comme cette façon de cranter les feuilles. Donc une grande virtuosité dans la fabrication, mais quelque chose qui est à la fois intemporel et d'une très très grande préciosité par le matériau, par le travail. Merci Elisabeth. Puisque la tradition c'est d'offrir la rose, je ne peux pas partir avec. Alors non, parce qu'elle est inscrite sur nos inventaires, mais en revanche, si vous voulez poursuivre la tradition, vous pouvez nous offrir un objet précieux. Nous l'inscrirons sur nos inventaires, à condition qu'il soit digne des collections du musée. Et vous avez vu combien il doit être précieux pour être digne de nos collections. Bravo pour la réponse, merci. Je vous en prie. Messire Gersal, Bonjour Yvan. je sors du musée du Moyen-Âge. Ah oui. Vous me direz avec vous, je ne suis pas dépaysé. Ah bah je vous remercie, c'est sympa. Mais vous savez que vous ne le quittez pas, le Moyen-Âge avec la Sorbonne, hein? Pourquoi elle est si vieille que ça? Ah mais oui, XIIIe siècle. On doit cela à un certain Robert de Sorbon. Sorbon, c'est le nom de son petit village, il est né près de Rethel. Ah, la capitale du Boudin blanc. Ah, ben vous connaissez, Bah oui. On est dans les Ardennes, petit village de rien du tout, donc il est né dans une famille très modeste, il fait des études qui vont l'emmener jusqu'à Paris, tant bien que mal, qu'à un cas, et il arrive à devenir le chapelain de Louis IX. Mais si, Ah oui, le futur, Saint-Louis. bah oui, le futur Saint-Louis. Alors vous imaginez ce poste, comment il a pu gravir tous ces échelons. Eh bien, à plus tard, il va songer justement à ses étudiants, partis de rien, de familles très modestes. Et comment vont-ils faire des études à Paris? Il suggère au roi de créer un collège qui va prendre son nom, le collège de Sorbon, où on va accueillir 15 étudiants, les plus modestes du royaume, pour pouvoir faire des études. Ici même. Ici même, au même endroit. Et puis évidemment, tout cela va s'agrandir. Il va y avoir des étudiants prestigieux. Tiens, parmi eux, il y a un certain Richelieu.
Ah oui. Ça vous parle quand Oui, même? un peu. Premier ministre de Louis XIII, qui va en devenir le protecteur. Il aime tellement la Sorbonne que quand il meurt, il veut se faire enterrer à l'intérieur, parce qu'il y a une chapelle, la chapelle Sainte-Ursule. Et puis au moment de la Révolution, les révolutionnaires vont tout casser, et malheureusement le corps de feu, monsieur le cardinal, va disparaître. Ça va devenir un lieu estudiantin majeur, évidemment, de la capitale. Et la Sorbonne va devenir célèbre dans le monde entier. Frédéric, vous avez parlé à l'instant de Révolution française. Oui. On ne peut pas dissocier la Sorbonne d'une autre révolution, celle de mai 68. Oui, enfin, j'ai envie de parodier quand même Louis XVI. Est-ce une révolte ou une révolution? Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un mouvement social d'abord, puis un mouvement estudiantin. Et tout ça va se prendre la main. Et effectivement, on va défiler dans le quartier, on va dresser des barricades. Mais la Sorbonne, qui est un centre intellectuel, va très vite fermer ses portes pour des raisons de sécurité, on l'imagine bien. Donc ça s'est passé en dehors, mais pas à l'intérieur de la Sorbonne. Voilà, surtout autour, mais intellectuellement, c'est un nid. C'est là que tout s'est fondé. Et c'est intéressant de savoir que le général de Gaulle, très vite, va prendre les choses en main. Enfin, il panique un petit peu. Du coup, il fait un aller-retour en Allemagne. Il propose des élections législatives qu'il remporte. Mais à la fin de ce mois de mai 1968, que dit-il? Il dit voilà, plus rien ne sera comme avant. Et c'est vrai, ce mouvement de mai 68 a bouleversé notre société pour très longtemps. Il pleut, Frédéric. Ah oui, ça commence. Puis la nuit va tomber. La nuit va tomber. Surtout, j'ai rendez-vous dans un autre endroit révolutionnaire, le caveau de la terreur. Oh, je veux pas savoir. Je regarderai l'émission. Ouais, je compte sur vous. Oui. Bonsoir Dany. Bonsoir, bienvenue au caveau de la Huchette. Merci. Ils arrivent à quelle heure les premiers musiciens? Oh, très bientôt, vers 21h30. Donc on a un peu de temps tous les deux? On a un petit peu de temps. Pour que vous nous racontiez l'histoire de ce lieu incroyable. Absolument, ce très vieil immeuble. C'est-à-dire? Il a 5 siècles. 5 siècles? 5 siècles, même un peu plus de 5 siècles. Alors ça a commencé par quoi? Par les Templiers? Alors c'était le rendez-vous des Templiers, des francs-maçons, et puis après la Révolution, c'était le lieu de rendez-vous un peu de Danton, Robespierre, avec un tribunal condamnait, oui, bien sûr, le tribunal révolutionnaire condamnait sommairement les gens qui étaient là, et souvent on les exécutait et on les faisait tomber dans un puits qui est derrière nous, à côté de nous, là, voilà, absolument. C'était pas très sympa tout ça. Non, ça j'imagine, mais alors qu'est-ce qui se passait exactement? Il y avait une guillotine, on exécutait les gens? Alors guillotine, je ne sais pas comment ils étaient exécutés, non, mais on a retrouvé des appareils pas très sympathiques, je pense qu'on les torturait plutôt, on les enchaînait, et d'ailleurs mon prédécesseur, quand il a fait certains travaux ici pour faire ce caveau de jazz, a trouvé beaucoup d'ossements, des crânes, des tibias, etc., etc. Avant que ça s'appelle le caveau de la Huchette, ça s'appelait d'ailleurs le caveau de la Terreur. Ça s'appelait le caveau de la Terreur. Et en 1946, c'est devenu le caveau de la Huchette, avec les Américains. Nouveau nom, caveau de la Huchette, avec les Américains qui débarquent, bien sûr, avec leur musique de jazz swingante, Glenn Miller, Duke Ellington, Lionel Hampton, etc., etc. Et c'est devenu, à partir de 1946, le temple du jazz. Premier orchestre de jazz ici, Claude Bolling, que tout le monde connaît, ne serait-ce que pour la musique qu'il a composée, Borsellino. Et puis tous les soirs, ici, maintenant, vous avez du jazz pour la danse, parce que c'est aussi le temple de la danse, du swing, du bebop. La danse qui est dansée ici s'appelle le bebop. Une sorte de rock'n'roll qui ressemble beaucoup au rock'n'roll, bien sûr. Et les grands noms du jazz sont passés ici? Il y en a plein, bien sûr. Oui, on va citer Memphis Slim, qui était une star à l'époque, Claude Luther, évidemment, Lionel Hampton. On a eu Sacha Distel qui a fait une merveilleuse vidéo sur cette estrade-là. Avec un organiste américain qui s'appelait Walt Bill Davis, Rod Ascott, qui est cet organiste aux pieds nus. Vous avez toujours plaisir à venir ici? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez? J'ai vécu longtemps dans un caveau, donc quand j'irai dans le prochain, je serai habitué. Et puis c'est un caveau de famille, puisque j'ai mes enfants qui sont ici avec moi depuis un certain temps. J'ai payé de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et quoi de plus
sympathique que de terminer cette balade du côté du boulevard Saint-Michel dans ce mythique caveau de la Huchette qui accueille, je vous le rappelle, les plus grands noms du jazz. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. N'oubliez pas de nous voir ou de nous revoir sur france3.fr et sur les réseaux sociaux. Allez, à la semaine prochaine. Moi, je vais aller danser. Thank you.